Bonsoir, soyez bienvenus, téléspectateurs de KTO Télévision, au Collège des Bernardins pour un nouveau mardi qui est consacré, comme nous le faisons une fois par an, à des rencontres avec le Collège de France, qui est notre voisin sur la rue des Écoles et qui permet de développer l'amour de la science et de se tenir au courant de ce qui se fait, ce qui se pense, ce qui se dit, aussi bien dans les sciences exactes ou qui cherchent à l'être, que dans les sciences humaines ou qui cherchent à l'être. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous ce soir Nicole Ledouarin, bonsoir. Bonsoir. Et Edith Heard, bonsoir. Que je vous présente rapidement avant de leur donner la parole et d'animer pour vous le débat en les mettant en relation l'une avec l'autre, comme nous avons commencé de le faire juste avant l'émission. Nicole Ledouarin, vous êtes professeure honoraire au Collège de France et aussi membre de l'Institut, puisque vous étiez secrétaire perpétuel et vous l'êtes toujours de manière honoraire de l'Académie des sciences. C'est dire la reconnaissance à laquelle la science par laquelle elle tient à honorer vos travaux. Et puis il y a aussi la National Academy of Sciences des États-Unis, et on peut nommer également l'Académie pontificale de sciences qui a reconnu que votre contribution pouvait être utile pour éclairer ceux qui ont à discuter librement de l'apport des sciences à la connaissance de l'homme, tel que l'Église catholique aime à le faire. Vous êtes médaille d'or du CNRS sur des questions touchant, je crois, à la biologie du développement, dont nous parlerons ce soir. Et, on le voit sans doute à l'écran, vous êtes aussi Grand Croix de la Légion d'honneur. Edith Heard, vous êtes titulaire de la chaire d'épigénétique du Collège de France. Le titre de votre chaire n'est pas complet puisqu'il faut aussi parler du développement cellulaire. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit et pourquoi c'est très important. Vous êtes aussi directrice du département de biologie génétique et du développement de l'Institut Curie. Peut-être c'est intéressant d'expliquer comment le Collège de France noue des liens et poursuit sa recherche aussi avec des chercheurs qui appartiennent à d'autres institutions. Vous avez fait vos études à Cambridge pour le commencement, une thèse sur les recherches sur le cancer, et vous êtes connu en France et mondialement surtout pour vos travaux sur ce qui se passe quand certaines parties de notre génome sont inactivées ou se réactivent et comment cela permet de mieux comprendre le développement des cellules et la différenciation cellulaire. La science, c'est un monde en soi, c'est un langage, c'est le langage le plus fort de notre temps peut-être, ce n'est pas le seul langage, mais on y entre par choix à travers une biographie, et j'ai pensé que pour nous, et pour tous ceux qui participent à ce débat par la télévision, une bonne manière d'entrer dans la connaissance de questions pointues et approfondies, c'était de se demander comment on devient scientifique. Et donc, Nicole Ledouarin, depuis Lorient, la ville de votre lycée, jusqu'au doctorat d'État, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de se donner à la science ? Eh bien, vous savez, pendant mes études secondaires, j'étais surtout littéraire. J'ai fait du latin, du grec, et, un petit peu de mathématiques, mais pas énormément. Et j'avais plutôt l'idée de devenir professeur de lycée, professeur de lettres. Et puis, lors de la dernière année de mes études secondaires, j'ai eu un professeur de sciences naturelles qui m'a beaucoup intéressée. À l'époque, ce qu'on étudiait en dernière année de lycée, c'était ce qu'on appelle la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain, de tous les systèmes nerveux, système circulatoire, etc., les bases de la biologie, de l'histoire de la vie. Et puis, ensuite, quand je suis venue à l'université, j'ai décidé de m'orienter vers les sciences plutôt que la littérature. Alors, j'ai passé le baccalauréat de philosophie d'abord, et puis en septembre, j'ai passé un deuxième baccalauréat qui était celui de sciences expérimentales à l'époque. Ça ressemblait au bac S actuel. Et j'ai commencé des études qui ont été jusqu'à l'agrégation. Puis ensuite, je suis devenue professeure de lycée. Je suis restée 8 ans professeure de lycée. Et au bout d'un certain temps, j'avais beaucoup de regrets de ne plus avoir de relation étroite avec l'université. Et j'ai essayé pendant les heures libres que j'avais dans l'enseignement, de faire
d'aller dans un laboratoire pour essayer de préparer une thèse. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un laboratoire qui m'a accueilli, bien que à l'époque j'avais déjà 29 ans et puis que j'avais déjà des enfants. Mais enfin, j'ai accueilli, c'était le professeur Étienne Wolf qui avait fait sa carrière. D'abord, il avait, un peu comme moi, il avait commencé par être philosophe. C'était la philosophie. Il avait une licence de philosophie. Puis alors, il fallait qu'il fasse des études d'un an dans une autre discipline. Alors, il avait choisi d'aller dans un laboratoire de biologie à l'université de Strasbourg, à l'école de médecine. Et alors, il a eu la révélation que c'était formidable, la biologie. Et il est devenu professeur au Collège de France, etc. Et mon cas, au fond, ressemblait un petit peu au sien. Et alors, il m'a accueilli gentiment, bien que je n'ai pas eu la possibilité d'être tous les jours, toute la journée au laboratoire comme les autres. Mais enfin, au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir un transfert de mon poste de l'éducation nationale secondaire au CNRS pour une durée qui n'était pas définitive, mais enfin pour voir si je devenais vraiment une chercheuse. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour la recherche expérimentale et pour tous les problèmes que posent les sciences de la vie. Ça m'a passionnée et j'en suis là. Et maintenant, je continue à travailler, bien que je sois en retraite depuis déjà pas mal de temps. C'était les bonnes années pour commencer à s'intéresser aux sciences de la vie qui faisaient des progrès formidables. Et peut-être, je me pose la question suivante, pourquoi être scientifique? Mais pourquoi choisir la biologie? Pourquoi choisir la génétique, Edith Heard? Alors, dans votre cas? Dans mon cas, c'est un petit peu grâce à des gens comme Nicole Edouarin, parce que j'ai commencé mes études à Cambridge où j'étais plus axée sur les sciences très dures, comme la physique et les mathématiques. Et j'ai découvert la biologie lors de ma première année là-bas. Et je ne connaissais rien, en fait. Je n'étais pas du tout formée en biologie à l'école. En Angleterre, on peut totalement éviter la biologie jusqu'à très tard. Et c'était un moment très excitant. Il y avait une sorte d'effervescence parmi les chercheurs, les enseignants à cette époque. C'était les années 80. Je me souviens d'avoir écouté Nicole Edouarin venir faire un séminaire à Cambridge. Et c'était le moment où, par exemple, les gènes qui contrôlent le développement, les gènes homéotiques, ont été découverts. Donc, c'était un moment très, très excitant. Et ça continue, je pense. Hein, en biologie, on continue. Les révolutions sont là tous les jours, ou presque. Donc, voilà, je me suis intéressée à la biologie en général. Et parce que je n'étais pas formée en biologie du tout, jusque-là, la génétique, pour moi, c'était l'aspect de la biologie qui ressemblait le plus, on va dire, aux mathématiques. Donc, j'ai choisi génétique vraiment pour ça. Et c'est là où je réalisais que c'était aussi un moment exceptionnel en génétique parce qu'on avait le mariage entre la biologie moléculaire, la biologie du développement et donc la génétique trouvait pleinement sa place. Donc voilà comment j'ai commencé. Ah oui, c'est ça. Donc à la fois un désir, des rencontres, des opportunités et puis la science elle-même qui vous porte. Et je me suis dit justement que ça serait bien pour ceux d'entre nous qui ne sont pas biologistes de formation ou qui ont juste lu tel ou tel livre, un des vôtres par exemple, ou ceux de Jean-Claude Ameisen, que sais-je, que vous nous redisiez quelles sont selon vous les grandes dates d'une biologie contemporaine. On ne va pas remonter à Aristote, mais quelques noms qu'il faut savoir. Et puis après, nous entrerons dans la question d'aujourd'hui, qui est celle donc des cellules souches, et des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches reprogrammées. La biologie est devenue expérimentale avec Claude Bernard au milieu du 19e siècle. La biologie du développement était relativement en retard par rapport à la physiologie expérimentale qu'avait développée Claude Bernard, et elle a commencé à devenir une science, la biologie du développement, vraiment une science où on posait des questions et on essayait de répondre aux questions, car auparavant,
on étudiait les embryons, on étudiait le développement des organismes, mais on décrivait cela dans plusieurs espèces différentes. Il existe beaucoup d'espèces, comme vous le savez, la biodiversité est considérable, et les gens cherchaient à savoir comment se développait un mollusque, par exemple, comment se développait une crevette, comment se développait un mammifère. Et donc, c'était descriptif. Et alors, c'est devenu expérimental à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et il y a eu un homme, un Allemand, qui a fait des recherches très importantes et qui s'appelle Hans Spemann, et qui a montré comment les différentes parties de futurs organismes s'élaboraient en interagissant les unes avec les autres. Et ça a été quelque chose de très révolutionnaire. Et puis ensuite, la grande date a été le développement de la génétique. La génétique d'abord formelle, c'est ce qu'on appelle la génétique formelle, c'est-à-dire qui résulte de l'étude du résultat de croisement à l'intérieur d'une espèce entre animaux ou plantes qui diffèrent par différents caractères. Et c'est ainsi que les lois de la transmission des caractères héréditaires ont été énoncées, d'abord par Mendel, qui a été beaucoup développé et bien expliqué au début du 19e siècle, et particulièrement par un homme qui s'appelait Thomas Morgan et qui avait étudié tout cela sur une petite mouche du vinaigre qu'on appelle la drosophile. La drosophile est un animal très précieux pour les biologistes. Et puis, ensuite, on avait compris qu'il y avait des gènes et que ces gènes étaient quelque chose qui existait dans nos cellules et qui déterminait les caractères que nous avons, c'est-à-dire la couleur des yeux et le fait, par exemple, que les œufs d'un chat vont donner un chat et les œufs des humains vont donner un humain. Donc, toutes les caractéristiques de l'individu qui naît à partir d'une cellule. Il ne faut quand même pas oublier ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le gène, c'était une entité abstraite. Il a fallu chercher qu'est-ce que ça pouvait bien être au point de vue matériel, au point de vue chimique. Et alors, la grande date, c'est 1953, quand on a découvert la molécule tout à fait particulière qui est comme un programme informatique, c'est-à-dire qu'il y a 4 variables qui sont installées d'une manière particulière pour chaque gène et qui déterminent ce que va devenir tel ou tel individu, tel ou tel caractère de chaque individu. Et ça a été la découverte d'un Anglais et d'un Américain. Et l'Américain était Watson. L'Américain était Watson et l'Anglais était Crick. La Watson et Crick, la fameuse molécule, c'est l'ADN, tout le monde connaît. Et puis ensuite, il y a eu une explosion de résultats. Parce que le fait qu'on connaissait le gène, qu'on savait quelle molécule était en réalité la maîtresse du développement, le logiciel, si vous voulez, du développement et du fonctionnement de l'organisme ensuite, à partir de ce moment-là, on a pu la manipuler. C'est devenu ce qu'on appelle le génie génétique. On a pu transformer le gène, l'extirper de l'individu, remettre un gène modifié, enlever un gène, ou plutôt le rendre non fonctionnel et voir à quoi il servait, puisque une fois qu'il n'est plus dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? On a fait donc des découvertes extraordinaires et ces découvertes continuent. C'est le début d'une ère vraiment exceptionnelle pour les sciences de la vie. On a dit que la fin du 19e et le début du 20e siècle, c'était le siècle c'était l'époque de la physique, mais à partir de la découverte de la nature de la molécule d'ADN, on peut dire que maintenant nous sommes dans l'ère de la biologie, des sciences de la vie. Je vous remercie, c'est un exposé formidable d'histoire de la biologie en quelques minutes, comme la télévision le demande. On est enchanté. Mais je me tourne vers Edith Heard pour... quand on entend l'histoire d'une science qui bouge et qui bouge si vite, on pense à 2 choses qui sont nécessaires pour que la science ait son histoire. La première, c'est la liberté des chercheurs. Et la deuxième, c'est le droit à l'erreur. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce sont 2 choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui dans ce que vous avez à innover? Je pense que tout à fait. La liberté du chercheur, c'est quelque chose d'extrêmement
important et je crois profondément que la recherche doit être libre dans les, on va dire, les confines de notre société, avec un regard quand même éthique très, très, très important. Mais la recherche libre, c'est elle qui donne lieu à des découvertes. C'est grâce à une recherche, on va dire, sans préavis, sans but spécifié, qui nous permet de découvrir des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se perdre un petit peu, malheureusement, en France, en Europe et dans le monde entier. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une liberté. Et le droit à l'erreur, tout à fait. Je pense que les expériences que nous montons dans les laboratoires, et Nicole, je pense, elle doit avoir le même point de vue, on les monte et puis on se retrouve avec un résultat inattendu. Et parfois, on peut dire que nos hypothèses étaient erronées. Très souvent, les hypothèses sont erronées. Et parfois même, on peut dire que une découverte faite avec une telle ou telle technique peut être reprise parce que, avec des nouvelles techniques, on peut attaquer la question autrement. Et effectivement, il peut y avoir des erreurs dans ce qui a été démontré auparavant. Mais la recherche avance. C'est ça qui est, je pense, beau et impressionnant. La recherche va toujours en avant. Pas en arrière. Voilà. Oui, c'est un phénomène qui doit interroger le biologiste lui-même. Qu'est-ce que nous sommes comme êtres humains pour que nous ayons cette liberté de nous tromper, mais de chercher toujours. Et donc justement, je voudrais revenir au deuxième point de cet échange, et d'entrer maintenant dans des exemples précis de recherche, et plutôt de partir des exemples sur lesquels vous travaillez, puisque ce sont eux qui ont permis de créer l'événement de ce soir. Alors, Nicole Ledouarin, vous avez travaillé d'abord, me semble-t-il, sur ce qu'on appelle la crête neurale. Et je crois que c'est extrêmement important pour tout ce dont nous allons parler ce soir. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu, et vous continuez d'y travailler, m'avez-vous dit, donc nous préciser de quoi il s'agit derrière cette expression étrange? Eh bien, c'est une expression imagée qui dit bien ce qu'elle veut dire. Parce que la crête neurale est une structure qui existe chez l'embryon et qui est en rapport avec le système nerveux. Pourquoi ? Parce que notre système nerveux, notre moelle épinière et notre cerveau, chez l'embryon, c'est d'abord une plaque qui va se refermer pour former un tube. Et c'est ce tube-là qui donnera au niveau du tronc la moelle épinière et au niveau du cerveau, la paroi du tube va se complexifier énormément et va donner le cerveau que vous connaissez. Mais à l'endroit où les deux bords de la plaque se rejoignent, il y a des cellules, et ces cellules vont avoir un destin tout à fait particulier, parce qu'elles ne vont pas rester là où elles sont. Elles vont se mettre à migrer et à envahir la totalité de l'embryon, mais pas n'importe comment. Elles vont migrer selon des voies bien particulières. Elles vont s'arrêter dans différentes régions de l'embryon et là, elles vont fournir des organes importants, comme les ganglions sensoriels que nous avons de part et d'autre de la moelle épinière, grâce à ça que nous sentons, et les ganglions du système nerveux de l'intestin, par exemple, les ganglions qu'on appelle un ganglion du système végétatif, parce qu'ils sont en liaison avec le tube digestif et les organes internes. Et puis d'autre part, d'autres cellules qui ont pour origine aussi la crête neurale vont aller coloniser la peau, vont aller coloniser le bulbe des poils, des cheveux, ou bien la racine des plumes chez les oiseaux, et vont fournir ce qui colore nos cheveux, ce qui colore les plumes, c'est-à-dire des cellules pigmentaires, vont fournir des pigments. Et les nerfs, par exemple, qui sortent de la moelle épinière, eh bien, ils sont longés par des cellules qui vont protéger les nerfs et qui vont être très importants pour leur fonctionnement. C'est ce que l'on appelle les cellules de Schwann, les cellules qui produisent une substance qu'on appelle la myéline, qui est très importante, c'est protectrice. Enfin, la crête neurale est une structure embryonnaire
qui produit des cellules qui vont migrer. La chose extraordinaire que nous avons découvert, c'est que la tête, elle est formée par des cellules de crête neurale qui fournissent tout à fait autre chose que ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire autre chose que des dérivés nerveux ou pigmentaires. Elles fournissent tout le squelette de la face, une grande partie du squelette du crâne, et en quelque sorte, la tête chez les vertébrés est quelque chose qui, chez les ancêtres des vertébrés, n'existait pratiquement pas, et elle est apparue au moment, au cours de l'évolution, où la crête neurale elle-même apparaissait. Alors, comment est-ce que nous avons dans mon laboratoire étudié la crête neurale? D'abord, on n'était pas les premiers à le faire, il y avait eu des travaux auparavant, mais des travaux qui avaient été faits surtout sur des vertébrés inférieurs, comme les poissons ou les grenouilles. Nous, on a étudié ça chez l'embryon d'oiseau et l'embryon de mammifère, mais nos travaux principaux ont été faits chez l'embryon d'oiseau. Pourquoi? Parce que l'embryon d'oiseau, il suffit d'ouvrir l'œuf, et on regarde l'embryon qui se développe. C'est quelque chose de merveilleux à regarder. Vous voyez une petite masse de cellules qui petit à petit s'agrandit et puis dans laquelle on voit un axe se former, c'est le futur système nerveux. Et puis on voit après l'embryon se replier, on voit le cœur qui commence à battre, on voit les vaisseaux qui envahissent toute la région du jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que c'est une membrane qui se développe et qui va puiser les réserves qui sont dans le jaune de l'œuf pour nourrir l'embryon et lui permettre de se développer. Et puis on peut suivre aussi le développement des cellules nerveuses. Mais c'est pas très facile de les suivre dans le détail. Nous avons réussi à les suivre dans le détail parce que j'avais fait une observation. J'avais eu par hasard des œufs d'une autre espèce que le poulet. Le poulet, c'était l'objet Vous allez habituel. nous parler des chimères, oui, alors. J'avais eu des œufs d'une autre espèce qui étaient des œufs de caille. Vous savez, ça se mange, des petits œufs comme ça. Et alors, les cailles, j'ai regardé un petit peu parce qu'on nous avait donné des œufs de caille. C'était un généticien du CNRS qui s'intéressait à la caille pour des raisons tout à fait différentes, pour faire de la génétique. Il avait trop d'œufs de caille et il nous a donné à nous, laboratoire d'embryologie, quelques œufs comme ça. Et j'ai regardé au microscope, naturellement, après les avoir préparés, les tissus de la caille. Je me suis rendu compte qu'elles avaient des cellules un peu spéciales. Le noyau de la cellule était tout à fait différent du noyau d'une cellule de poulet parce que l'ADN, au lieu d'être dispersé dans la cellule, une grande partie de l'ADN était condensée, on pouvait le colorer, ça faisait une tache au milieu du noyau qui permettait à n'importe qui de reconnaître une cellule de caille d'une cellule de poulet. Je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Je vais remplacer une partie de la crête neurale du poulet, avant qu'elle n'ait commencé à migrer, par l'équivalent provenant de la caille. Je vais avoir ce qu'on appelle une chimère. Et puis je vais regarder les cellules de caille, au fur et à mesure que l'embryon se développe, se promener, parce que je les reconnaîtrai. Et je vais savoir ce qu'elles deviennent, à partir de quel endroit elles partent, jusqu'où elles vont et ce qu'elles deviennent. Alors, ça nous a permis de faire une investigation importante qui a donné beaucoup de résultats. Et puis après, on a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi font-elles ça? Comment font-elles ça? Pourquoi migrent-elles dans tel endroit et pas ailleurs? Et pourquoi s'arrêtent-elles ici? Et pourquoi se différencient-elles en un ganglion sympathique, par exemple ici, alors qu'ailleurs, elles vont se différencier, des cellules apparemment identiques vont se différencier en cellules pigmentaires. Enfin, nous avons posé des questions de base de la biologie du développement, c'est-à-dire essayer de disséquer les phénomènes que l'on observe pour comprendre comment et pourquoi ils se produisent. Alors, merci, parce que vous allez faire naître des vocations de biologiste, j'en suis sûr. Oui, c'est une très bonne idée de faire ça, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, et vous nous emmenez d'une main de maître dans la suite de notre sujet, c'est-à-dire qu'au fond, quand on étudie la biologie du développement, l'embryogénèse, l'ontogénèse des êtres vivants, et d'abord des vertébrés, on se rend compte que les cellules migrent, qu'elles se transforment, mais aussi qu'elles doivent se régénérer dans la vie. La suite du développement se pose la question, ou apparaît à un moment, parce que c'est jamais de questions dont on part. Enfin si, on peut partir de questions en science, mais on part au moins autant d'observations, d'expérimentation, pas simplement de description. C'est la question des cellules qu'on a appelées souches. Et je me tourne volontiers vers Edith Heard, qu'elle nous dise alors de quoi s'agit-il quand on parle de cellules souches, dans quel contexte
sommes-nous? De quelle partie de la biologie du développement est-on en train de parler? Alors, déjà, il y a plusieurs types de cellules souches. Il y a des cellules souches embryonnaires qui sont capables, on a découvert ça il y a quelques décennies, qui sont capables de former, en tout cas chez les mammifères, toutes les parties de l'individu, tous les organes, y compris la ligne germinale. Donc ces cellules souches embryonnaires sont dérivées de l'embryon à un stade très précoce et sont capables, comme je l'ai dit, de se développer dans tout type cellulaire. Il y en a combien dans un embryon humain? Alors, ça dépend du mammifère, mais par exemple, chez la souris, il y a quelques dizaines jusqu'à une centaine de cellules au stade qu'on appelle le blastocyste, qui est le stade juste avant que l'embryon va s'implanter dans l'utérus. Donc, ce sont les cellules souches embryonnaires, et on peut en reparler après. Et puis, il y a les cellules souches adultes. Et ces cellules souches adultes sont les cellules qui sont essentielles pour qu'il y ait une régénération naturelle dans notre corps de tout type cellulaire. Par exemple, l'intestin, il y a des cellules souches dans nos intestins qui permettent de régénérer toutes les semaines, je pense, une très grande partie des cellules qui sont en fait perdues. Donc les cellules souches ont été découvertes il y a bien longtemps, mais c'est que maintenant que nous commençons à réaliser à quel point elles sont essentielles pour la régénération de notre peau, de tout. Ce ne sont pas des cellules matures, elles ne forment pas encore le... Donc elles se divisent pas très souvent, enfin ça dépend, mais elles sont des cellules qui sont, oui, assez naïves, mais en même temps, les cellules souches adultes, elles ont quand même un destin, on va dire, assez défini. Elles vont pas se différencier pour faire n'importe quoi. Mais donc, elles sont là, assez quiescentes, on appelle ça. Elles se divisent pas très souvent, mais quand il y a besoin, elles peuvent se diviser et se différencier. Et donc, les cellules issues de cette différenciation vont former les cellules très spécialisées dont on a besoin pour différentes parties de notre corps. Et là, je demande à Nicole d'élaborer parce qu'elle a écrit un livre sur les cellules souches qui a eu un grand succès. Grand succès, d'autant que le sous-titre évoquait leur immortalité. Le mot souche veut donc dire qu'elles sont à la souche des autres. C'est ça. Mais qu'elles demeurent dans un organisme adulte. Exactement. Développé. Donc ce sont des ressources supplémentaires de développement dans un organisme déjà développé. Tout à fait. Source de développement, oui, c'est un peu plus tardif, mais effectivement, elles sont formées et placées pour permettre notre continuité de vie. Voilà. Ce qu'a été l'embryon, il en demeure des potentialités dans l'être adulte qui sont en particulier manifestées dans ces cellules souches. Oui, oui. Alors, les cellules souches de l'embryon dont parle Madame, ce sont des cellules qui résultent de la division de l'œuf. C'est-à-dire l'œuf, les premières divisions vont vous donner d'abord 2 cellules, 4 cellules, etc. Et ces cellules-là, elles seront toutes identiques. Elles ne présentent pas de particularité. Par exemple, il n'y a pas des neurones, il n'y a pas de cellules de foie. Non, c'est des cellules qui ressemblent, si vous voulez, à des cellules très, très, très jeunes. Elles n'ont pas de différenciation, elles n'ont pas de particularité. Mais elles ont du potentiel. C'est-à-dire, elles sont capables, si elles sont placées dans des conditions convenables, de fournir, en se divisant, tous les types de cellules qu'on trouve chez l'adulte. Mais ça se fait par étapes progressives. Et ces étapes, elles mènent à la différenciation d'organes. Et dans chaque organe, il va y avoir quelques cellules souches qui vont rester là, en réserve. Et elles vont être utilisées pour remplacer les cellules de l'organe qui vont mourir. Parce que, en même temps qu'on a découvert des cellules souches, c'est-à-dire la possibilité de se renouveler, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait besoin qu'on se renouvelle. Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas compris vraiment et qui a été découvert dans les années 80 par 2 chercheurs qui ont d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça.
deux Anglais, un Anglais et un Américain, Solston et Horwitz, qui travaillaient sur un petit ver, tout petit, qu'on appelle le Caenorhabditis elegans. Alors, je ne vais pas vous raconter comment ils ont découvert ça, parce que vous trouverez ça dans mon livre, si vous voulez, mais en tout cas... Les cellules souches porteuses d'immortalité. Oui, mais ce qu'on a découvert, c'est que dans la nature, chez tous les organismes, les cellules qui se différencient, qui deviennent par exemple du foie, qui deviennent du muscle, qui deviennent du sang, des cellules de sang, elles ne vivent que pendant un certain temps. Et ce temps est plus petit et plus court que la vie de l'organisme. Par exemple, un globule rouge, on en a 5 millions par millimètre cube. Les globules rouges, ils vivent 120 jours. On a 5 litres de sang, vous calculez combien il y a de globules rouges dans votre corps et combien il faut en fabriquer tous les jours pour maintenir cette quantité de globules rouges dans les 5 litres de sang. Donc c'est une véritable usine à fabriquer des globules sanguins que nous avons dans notre corps. Où est-ce qu'elle est, cette usine? Elle est dans la moelle des os. C'est dans la moelle des os, c'est dans la rate que ça se fait. Et c'est en étudiant ces problèmes de renouvellement des cellules sanguines qu'on a découvert les cellules souches. Parce que, d'ailleurs, c'est une chose bien triste qui a permis cette découverte. C'est quand il y a eu les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Les gens qui n'étaient pas morts au moment de l'explosion de la bombe, mais qui étaient dans l'environnement de l'explosion, du site de l'explosion, eh bien, beaucoup d'entre eux mouraient 15 jours après environ, et ils avaient tous les mêmes symptômes. Et les symptômes, c'était qu'ils n'avaient presque plus de globules sanguins. Ils étaient anémiques, et ils avaient ce qu'on appelle une aplasie médulaire, c'est-à-dire il y avait presque plus de cellules dans leur moelle osseuse. Et ils mouraient. Alors, on savait déjà que les radiations ionisantes, c'était les rayons qui sont propagés au moment de l'explosion de la bombe atomique, que ces radiations, comme les rayons X aussi, sont dangereux pour les cellules en division, les cellules qui sont en train de se diviser. C'est là qu'elles sont fragiles. Alors on s'est dit, on va essayer de reproduire chez la souris la même chose que ce qui s'est produit chez ces malheureuses personnes qui étaient dans les endroits où il y a eu ces bombes. Et alors là, on s'est rendu compte qu'on pouvait sauver les souris juste après, si on les traitait juste après les avoir irradiées, en leur injectant de la moelle osseuse provenant d'une autre souris normale, histocompatible, c'est-à-dire qui était du même groupe, si vous voulez, du même groupe sanguin. Et alors, on s'est aperçu que les cellules qui avaient été transférées, eh bien, il y en avait qui se différenciaient tout de suite en cellules sanguines, qui reconstituaient le stock du sang, mais elles ne vivaient pas très longtemps. Et dans un certain nombre de cas, les souris survivaient. Pourquoi est-ce qu'elles survivaient? Parce qu'il y avait dans la moelle osseuse injectée des cellules qui, elles, s'étaient implantées, qui étaient restées dans la moelle osseuse du receveur, de l'individu irradié, et qui fournissaient des cellules en permanence. En permanence. Et on les a appelées cellules souches. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, elles ne se divisent pas beaucoup, mais elles donnent naissance à des cellules qui se divisent beaucoup et qui se diversifient, c'est-à-dire elles donnent des globules blancs, des macrophages, toutes les plaquettes, les globules rouges, etc. Donc les cellules souches, la définition, c'est une cellule qui est pluripotente, ça veut dire elle est capable, en se divisant, de donner différents types de cellules, et en même temps, elle donne une cellule semblable à elle-même, c'est-à-dire qui reste indifférenciée, qui va se diviser peu, qui reste en réserve. Et à chaque fois qu'il y a besoin de sang nouveau, cette cellule-là va se diviser et va donner une nouvelle cohorte, ce qu'on appelle une cohorte de cellules qui vont remplacer celles qui sont mortes normalement. Donc c'est comme ça qu'on a découvert les cellules souches. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il en existait dans d'autres tissus, en particulier dans des tissus qui se renouvellent très vite, comme la peau. Votre peau est renouvelée tous les 21 jours. Vous avez une peau neuve tous les 21 jours. Et puis l'épithélium, la couche de cellules qui recouvre la paroi interne de notre intestin, c'est une couche de cellules qui ont une durée de vie très courte, entre 3 et 5 jours. Vous avez
un renouvellement complet de toutes les cellules de l'intestin. Vous vous rendez compte? Alors, on a calculé, elles sont renouvelées par des cellules souches qu'on connaît maintenant, on sait où elles sont, on est capable de les isoler. Et si on les met en culture, on arrive à fabriquer des petits intestins. Avec une seule cellule, on fabrique un intestin qui comprendra tous les types cellulaires qu'on trouve normalement dans l'épithélium intestinal. Alors, vous voyez que la puissance de ces cellules souches est tout à fait considérable. Elles sont différentes chez l'adulte d'un tissu à l'autre. C'est-à-dire, celles de l'intestin vont donner des cellules d'intestin, celles du sang vont donner des cellules du sang, celles de la peau vont donner des cellules de peau. Et on en a même trouvé dans le cerveau. Parce que ce que vous avez appris sans doute à l'école, c'est qu'on naissait avec un certain nombre de neurones et qu'on gardait ce nombre de neurones toute la vie, sauf que ce nombre diminuait, parce que les neurones ne faisaient que mourir. Jamais on ne pouvait remplacer des neurones. C'est pas vrai. Il y a des cellules souches aussi dans le cerveau. Tous les neurones ne sont pas remplacés et les neurones ont une durée de vie très longue, mais malgré tout, il y a une possibilité, et notamment dans les centres qui sont spécialisés dans la mémoire. Et c'est très compréhensible parce que la mémoire, c'est l'acquisition au niveau de réseaux neuronaux d'informations. Même quand on est âgé, on a encore la possibilité d'avoir une mémoire, eh bien, c'est parce qu'il y a des nouveaux réseaux neuronaux qui se forment là. Alors, ce que je vais vous dire va vous étonner maintenant. On a calculé, évidemment, c'est un calcul, à peu près combien on a de cellules qui meurent chaque année dans notre corps et qui sont donc remplacées. Eh bien, le poids des cellules qui meurent dans notre corps pour une année correspond à peu près au poids du corps. Donc, on peut dire qu'on est renouvelé. Nous avons tous un an. Qu'on est renouvelé tout le temps. Mais alors, c'est pas tous les tissus qui sont renouvelés au même rythme. Vous comprenez, il y a des tissus qui se renouvellent rapidement, le sang, la peau et l'épithélium intestinal. Mais d'autres tissus ne sont pas renouvelés aussi vite, mais ils sont tous renouvelés dans une certaine mesure. Merci. Je pense que cet exposé qui met bien en place ce que sont ces cellules souches, comment elles demeurent dans l'organisme développé, met aussitôt en rapport. Mais alors, qu'est-ce que sont les autres cellules qu'on appelle, je crois, somatiques, pour dire qu'elles ont la maturité de constituer tel ou tel organe? Et on a découvert assez récemment, même très récemment, je me demande si ce n'est pas un chercheur japonais qui a eu le prix Nobel pour cela, que l'on pouvait reprogrammer des cellules pourtant déjà développées, spécialisées, mûres, disons, pour leur redonner une pluripotence, Edith Heard. Voilà, donc ça c'était le prix Nobel de 2012 de Shinya Yamanaka, qu'il a partagé avec John Gurdon, un autre biologiste, embryologiste britannique. Et c'était, je pense, une découverte totalement, pas inattendue, mais assez révolutionnaire. Donc en 2006, il a pris des cellules somatiques qu'il a transfectées, c'est-à-dire il a introduit des gènes dans ces cellules qui produisaient des protéines qui étaient les protéines qui pouvaient éventuellement réguler les différents gènes dans ces cellules. Il a testé tout un panel de différents gènes qui codaient pour des protéines qu'on appelle des facteurs de transcription, en pensant que peut-être il pouvait faire revenir en arrière une cellule somatique vers une cellule souche embryonnaire. C'était, je pense, avant que ça soit publié, les gens n'y croyaient pas. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment étonnée quand j'ai lu le papier qu'il a publié, où il a montré qu'avec que 4 gènes qui codent pour 4 protéines différentes, il pouvait transformer une cellule de la peau, une cellule, un neurone, ou tout type de cellule, en fait, pouvait être reprogrammé en cellule souche embryonnaire. Et donc une cellule, comme l'a mentionné Nicole, une cellule souche embryonnaire qui normalement est présente qu'au cours de l'embryogenèse très précoce et qui n'est pas capable ensuite de donner tout type cellulaire somatique. Restons sur ce point précis qui est justement le point à partir duquel on peut commencer à réfléchir. Donc la cellule est un être vivant, non autonome mais un être vivant, mais dans lequel s'effectuent des transitions qui sont de la chimie minérale ou organique, disons.
dans laquelle interviennent des protéines parce que vous avez une entité mis en œuvre, voilà. vivante. Je dirais pas que, Oui, je sais pas une si entité, c'est une entité vivante. Oui, très bien. C'est l'unité, Précisé. on va dire l'unité de l'organisme, c'est la cellule. Et effectivement, cette cellule comporte une petite usine de différentes fonctions pour permettre son survie à elle, mais aussi pour permettre, dans un contexte développemental, la création de différents types de lignages, de voies et d'organes, l'organogénèse. Et donc, c'était assez étonnant d'imaginer qu'on pouvait prendre une cellule à partir d'un organe, la mettre en culture quand même, c'était fait dans une boîte de pétri, cette expérience, et la reprogrammer, la faire revenir en arrière vers cet état très naïf, pluripotente. Mais ce que le public donc, ne sait pas forcément, c'est que la science biologique peut se servir de réactions qui opèrent comme une physique à l'intérieur des segments d'un code génétique d'une cellule pour retirer, remettre. Et ça, c'est des opérations extrêmement subtiles, mais qui se font en laboratoire. Oui, tout à fait. Enfin, la biologie est quand même basée sur la physique et la chimie. Hein. Tout ce qui se passe dans nos cellules, effectivement, c'est des réactions chimiques et qui sont basées aussi sur des phénomènes physiques. Alors, ce qu'on peut faire grâce à la découverte de la structure de l'ADN et la reconnaissance finalement du code génétique, maintenant on est capable de prendre une partie de l'ADN, reconnaître le produit qui va donner et même synthétiser ce produit en dehors de cette cellule et dans une autre cellule. Donc on est capable de faire de l'ingénierie génétique et c'était avec ce type d'approche que Shinya Yamanaka avait réussi à prendre des gènes qu'il a clonés et produits dans une bactérie, il les a réintroduits dans une cellule somatique totalement différenciée et cette transformation a permis la remise en division cellulaire de cette cellule et la reprogrammation pour faire un état totalement naïf et pluripotent. Voilà, donc j'ai fait un petit zoom sur le processus de l'expérimentation elle-même, parce qu'il faut bien voir qu'on est dans la science et qu'on est donc dans un processus qu'on peut répéter et donc on peut expliquer. Puis maintenant, le résultat auquel on est parvenu, ce savant ou ces deux savants, ont, à partir de cellules développées finales, disons, pu restaurer ou faire revenir des cellules embryonnaires. Voilà. Et peut-être le point, je pense, le plus important, et c'est pour ça que aussi John Gurdon a eu ce prix Nobel, c'était la preuve ultime et finale que dans toutes nos cellules, les mêmes gènes sont présents. Le même génome est présent. Et donc ce génome, il est capable de produire tout type cellulaire. Et si on prend le noyau d'une cellule et le génome à l'intérieur, on peut le reprogrammer pour qu'il travaille autrement. Et donc c'était ça la découverte, qu'à partir d'une n'importe laquelle cellule, le génome peut fonctionner pour produire un organisme entier. Et donc, quelle est la différence donc, entre une cellule somatique, un fibroblaste, une cellule de la rétine? Si les gènes sont les mêmes, ils sont utilisés différemment. Et ce que nous avons compris aussi, c'est que cette utilisation, elle n'est pas aléatoire, elle est stable. Donc, au cours du développement, les gènes sont utilisés de manière différente dans différentes cellules. Mais cette utilisation est ensuite mise en mémoire. Donc une cellule ne va pas changer d'avis au cours de route, normalement, dans un développement normal ou dans un organisme. Et donc c'est les processus qui permettent cette mémoire, en fait, c'est des processus épigénétiques. Alors voilà, on arrive au domaine qui est de votre propre travail. Donc nos cellules du muscle, elles ne décident pas d'elles-mêmes de se reprogrammer en cellules embryonnaires, par exemple, ou en cellules pluripotentes. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui garantit cette stabilité cellulaire ? De façon très simpliste, je peux dire que l'ADN ne se retrouve pas seul. Notre génome n'est pas seul dans le noyau d'une cellule. Il est associé avec des protéines, avec des facteurs. Il est embobiné en ce qu'on appelle la chromatine. Et cette chromatine, en fait, peut être porteuse d'informations
Elle peut permettre on va dire, une lecture plus ou moins facile d'un gène. Donc un gène peut être exprimé ou pas en fonction de l'état de cette chromatine. Si la chromatine est très compactée, le gène il n'est pas accessible par l'usine qui va l'exprimer. Et donc en fait, la chromatine fermée ne permet pas une expression génique, la chromatine plus ouverte permet une expression du gène et la production de l'ARN et la protéine. Et donc on pense que l'épigénétique joue un rôle, on va dire, un peu de barrière ou de frein pour qu'une fois qu'une décision est prise pour exprimer tel ou tel gène, petit à petit, cette décision est assez figée par les processus épigénétiques et les facteurs chromatiniens. Mais cet état figé, en fait, peut être défait avec quelques facteurs clés qui peuvent venir réinstruire toute la cellule, tout le noyau, pour que les gènes soient, on va dire, libérés de ces freins et puissent être encore utilisés pour un développement entier. Et Nicole Le Douarin, cette découverte formidable a-t-elle des applications pour permettre d'autres découvertes, de connaissances déjà? La science se sert-elle de ce qu'elle découvre pour continuer ici à découvrir? Il n'y a pas de doute. Et en particulier, même si nous savons que l'épigénétique existe, c'est-à-dire que des modifications de la chromatine sont de nature à bloquer des gènes qui ne peuvent plus fonctionner, ou au contraire à les ouvrir de façon à ce qu'ils puissent être recopiés en ARN qui va ensuite permettre de les transformer en protéines. Même si on connaît le principe, il y a beaucoup à découvrir sur les mécanismes qui contrôlent ces arrangements de la chromatine. Madame Heard vous a bien expliqué que la chromatine, c'est elle qui contrôle en quelque sorte si l'ARN va être disponible pour fonctionner ou non. Mais pourquoi, comment? Et là, il faut faire intervenir des interactions entre les cellules. Les cellules interagissent et à un moment précis du développement, et elles acquièrent un certain équipement épigénétique, on peut dire, qui est stable, bien stable, mais qu'on peut quand même bousculer. Et alors, ça a été la grande découverte de M. Yamanaka, parce que nous avions l'impression, tout le monde admettait, que le développement ne pouvait se faire que dans un sens. On allait de l'œuf à l'organisme. Mais on ne pouvait pas revenir en arrière. On ne pouvait pas rajeunir. C'est l'observation que nous faisons tous les jours. Mais en réalité, une cellule peut revenir en arrière. Elle peut revenir dans un état qui est le même que celui presque de l'œuf, presque des cellules, en tout cas exactement des cellules qui résultent des premières divisions de l'œuf, de ce petit embryon minuscule à partir duquel, en le cultivant, on fait ces fameuses cellules embryonnaires souches. Alors, c'est une révolution, ça, qui est une révolution importante, parce qu'elle change les conceptions, finalement, de la manière dont on voyait se dérouler la vie d'un individu. On voit que on peut, au niveau de la cellule, en tout cas, refaire le chemin inverse de celui qui va du simple, si j'ose dire, au complexe. Merci. Je pense que sur le champ des applications possibles pour la science ou pour l'économie ou pour la médecine, Edith Heard, vous voyez des choses et puis ce qui a motivé Yamanaka, c'était justement de pouvoir utiliser ce type de cellules, on l'appelle pluripotentes induites, pour justement aider dans des thérapies de certaines maladies et aussi par exemple la production de cellules très spécialisées, par exemple pour la peau, pour des brûlures ou pour d'autres maladies. Donc ça, c'était une application évidente qui a motivé, on va dire, la recherche
pour pour créer ce type de cellules souches pluripotentes induites. Et l'autre application qui est peut-être, à mon avis, encore plus importante, est la capacité de comprendre la mise en place du développement sans avoir besoin d'aller travailler avec un embryon lui-même. On peut prendre la cellule somatique d'un individu, la reprogrammer dans une boîte de pétri et ensuite induire la différenciation in vitro, parce que nous avons aussi des molécules que nous pouvons rajouter dans notre boîte de pétri pour déclencher une différenciation vers une voie ou une autre. Et maintenant, très récemment, nous avons la capacité de créer même en 3 dimensions des tissus ou ce qu'on appelle des organoïdes, comme l'a dit Nicole. En fait, on peut créer des petits intestins à partir d'une cellule souche de l'intestin, mais on peut aussi, à partir d'une cellule souche embryonnaire ou pluripotente, créer un œil. On peut créer toute la partie de la rétine. Et donc, ça nous permet de comprendre les mécanismes et du coup de mieux attaquer les questions de thérapie, de maladies et de soins. La compréhension moléculaire et cellulaire est absolument essentielle pour ensuite pouvoir passer à des approches de thérapie de maladies. Donc voilà, les 2 applications majeures pour moi, je pense que c'est ça, l'application réelle de compréhension développementale et l'application thérapeutique. Mais là, effectivement, c'est encore un sujet, on va dire, en évolution, parce que prendre des cellules qui ont été on va dire, trafiquer dans une boîte de pétri et les utiliser ensuite pour traiter les personnes, ce n'est pas quelque chose qui se fait si simplement. Et donc là, les scientifiques sont extrêmement, on va dire, précautionneux par rapport à ce qu'on peut faire réellement avec ce type d'outils. On voit bien qu'avec on arrive vers la fin de notre rencontre, donc il est temps de prendre congé des téléspectateurs de KTO pendant que nous allons continuer au Collège des Bernardins à débattre longuement ensemble sur ces questions. Mais on voit bien qu'on approche d'un niveau de pouvoir de l'humain sur des principes fondamentaux de la vie qui fait que le scientifique lui-même se pose des questions ou même améliore, comme dans la reprogrammation, qui permet de produire des cellules embryonnaires ou quasi-embryonnaires sans sacrifier l'embryon d'un animal ou d'un humain. On voit bien que la science elle-même cherche à guider, autolimiter, humaniser sa propre liberté, son propre droit à l'erreur, afin de ne pas faire l'apprenti sorcier, ni comme vous aimez le dire, Nicole Douarin, sans faire croire non plus aux gens qu'on va tous vivre 1000 ans et que ça sera tellement mieux quand la mort n'existera plus. Non, évidemment. Non. Mais vous avez 10 secondes pour nous le dire. Si vous le voulez. Moi, je crois qu'il faut avoir de l'espoir, que la science est porteuse d'espoir, que cet espoir doit être raisonnable et que ce que la biologie peut donner de mieux à l'être humain, c'est d'être en bonne santé, c'est éviter les souffrances, mais il ne faut pas rêver à une immortalité. Je crois que dans nos gènes, il y a des limites. Et peut-être que c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Merci Nicole Douarin. Merci Edith Heard. C'était une magnifique rencontre avec vous deux. Je rappelle le titre de votre livre, Les cellules souches porteuses d'immortalité. Et donc la réponse vous a été donnée à l'instant. L'immortalité n'est pas dans les cellules, mais peut-être sera-t-elle ailleurs. Nous allons prendre congé des téléspectateurs de KTO que je salue et à qui je donne rendez-vous la semaine prochaine pour les questions d'actualité au Collège des Bernardins.